Aujourd'hui, on parle d'un roman où le narrateur est un spermatozoïde. Oui, un spermatozoïde. Surprise, il n'est pas un ovule. Et pourtant, il aurait pu. Et c'est déjà une excellente entrée en matière. L'origine d'un enfant commence toujours du côté masculin. L'ovule n'a jamais droit à la parole. Une fois qu'on admet que la reproduction reste orientée dans la majorité des récits, on peut entrer dans le texte. Voici les premiers mots de l'auteur. Au commencement, je n'étais rien. Un spermatozoïde en réserve, relégué dans l'anonymat prolifique de mon père d'un côté, un ovocyte en veille, oublié dans les recoins somnolents du corps de ma mère de l'autre. Rien ne laissait présager que ces deux gamètes profiteraient d'une série d'interactions moléculaires pour s'embrasser à l'échelle microscopique avant de se diviser dans une folle et lascive sarabande. Ô vertige sacré de la matière qui, jouissant d'un excès de confiance, s'organise sans demander l'avis de la personne qui va advenir. Pourquoi moi? La vie n'apporte pas de réponse, elle engendre. Mon père transportait fièrement des millions de mes congénères, des troupes fraîches, renouvelées à chaque cycle, vouées à l'évacuation, mais prêtes à se sacrifier en masse pour une cause dont elles ignoraient tout. Au moment décisif, l'un de ces soldats martyrs aurait très bien pu me dévancer d'une courte tête. Qu'avait donc de particulier le spermatozoïde triomphant qui me chargea d'un corps et du reste? Une rage de vaincre héréditaire? Un surcroît de vanité? À moins que cette illustre différence ne fût le simple fruit d'une mauvaise blague, une plaisanterie douteuse orchestrée par ses camarades de chambrée en attente d'incarnation, morts de rire à l'idée de propulser l'un d'entre eux sur le front, en pleine offensive de Fallope. Et voilà, le dindon de la farce désigné volontaire pour se charger du pactage existentiel, avec les félicitations du bataillon d'anonymes. Et l'ovule de ma mère, hein? Qu'avait-il donc de si empressé? Était-il à ce point en détresse, si avide de chromosomes, pour que sa façade se lézarde au premier zigoto venu toquer, avant même d'en vérifier le pédigré? Une inspection en règle n'aurait pas été superflue, quitte à nous liquider tous en frères d'armes inaptes pour insuffisance de potentiel. Franchement, je n'en aurais pas pris ombrage, puisque je n'en aurais jamais rien su. Avantage indéniable d'être recalé avant la conscience. Je ne détiens pas la vérité irréfutable de l'un, ni la version indiscutable de l'autre. Aucun témoin, aucun cliché jauni exhumé d'une boîte à chaussures, aucun récit transmis du bout des lèvres au coin d'une table. Rien. Et pourtant, je sais. Je sais ce qu'il s'est passé, ce jour de juin 1968, quand mes parents se sont livrés à ce vieux rituel humain que la science appelle la reproduction, perpétuant ainsi l'espèce en toute inconscience. La nature s'est attelée à sa tâche avec cette efficacité immédiate qu'elle réserve à l'inéluctable. Une mécanique majestueuse et discrète s'est enclenchée, comme un projecteur rallumé dans l'obscurité d'un monde muet. Double hélice, 2 pellicules soigneusement enroulées. Bobine X pour elle, bobine Y pour lui. Et au cœur de ce montage, le film de mon origine. Réalisé sans trucage et sans aucune retouche d'image. La vie dans toute sa splendeur. Dans ces deux brins obstinés à rejouer les mêmes scènes depuis des millions d'années, ne résidera que la pulsation brute de l'existence, ce chaos savamment orchestré qui précède l'apparition. Au terme de cette discrète tambouille biologique, un cri primordial s'élèvera, suffisamment perçant pour signaler mon entrée dans la cohue des vivants. Bonjour, je suis Sabrina de la chaîne littéraire Saban Live, et aujourd'hui je vous parle du roman « 9 mois à charge » de Cyril Dussuchot, qui nous ramène en 1968. Marie, lycéenne, tombe enceinte. Michel, jeune journaliste, prétend assumer. En réalité, il assume surtout l'image de l'homme qui assume. Très vite, il se dérobe, il minimise ce que Marie vit,
Il la laisse seule avec ses peurs, ses douleurs, son corps qui change. Il ne comprend rien et surtout, il ne cherche pas à comprendre. Il occupe l'espace sans jamais être présent. Et plus l'histoire avance, plus il révèle ce qu'il est. Un homme qui la délaisse, qui l'humilie, qui la trompe ouvertement. Marie, elle, avance seule. Ses parents ne la comprennent pas, ses amis disparaissent, et Michel reste en surface puis s'efface. Elle porte tout. Elle porte le bébé, elle porte la honte sociale, elle porte la solitude. Le roman montre très bien cette bascule. La jeune fille qui croyait vivre une histoire d'amour se retrouve face à un homme pour qui elle n'est qu'un dérangement dans son propre récit, dans sa propre réussite. On voit cet isolement s'installer page après page. On voit une jeune femme perdre ses appuis un à un, tout en continuant d'avancer parce qu'elle n'a pas le choix. Son seul allié, paradoxalement, c'est ce bébé qui la regarde vivre sans saisir les contradictions des adultes. Le narrateur est drôle, lucide, parfois cruel. Il observe tout depuis l'intérieur et son regard met à nu les comportements des adultes. Il réagit, il commente, il s'indigne. Quand Michel demande à Marie d'oublier le bébé pour se concentrer sur son bac, le narrateur explose intérieurement. On ne demande pas à une femme enceinte d'oublier ce qui transforme son corps jour et nuit. Ce décalage entre la parole masculine et la réalité vécue par Marie traverse tout le roman. Un passage se détache parce que la littéraire que je suis n'a pas pu rester indifférente. Marie relit Rabelais pour son rattrapage du bac. Quelques mois plus tôt, le texte l'amusait. Enceinte, elle le lit autrement. La grossesse de Gargamel, l'accouchement hors norme, tout cela résonne différemment. Le sens d'un texte change lorsqu'une vie change. Ce moment est simple, mais il dit beaucoup de choses sur la manière dont l'expérience transforme nos rapports aux œuvres. Et puis, il y a la question que vous allez forcément vous poser. Un homme peut-il écrire la grossesse ? Pour moi, oui. Aucune grossesse ne ressemble à une autre, même chez la même femme. Et je sais vraiment de quoi je parle. La grossesse n'a pas de version unique. Interdire à un homme d'écrire ce qu'il ne vit pas reviendrait à limiter la fiction à l'autobiographie. Ce qui compte, pour moi, c'est la manière de regarder. Et Dusuchot ne romantise rien. Il parle des douleurs, des peurs, de la fatigue, de l'angoisse, de la solitude. Il ne minimise pas. Il essaie de comprendre. J'ai vraiment aimé ce roman. Pour son ton, pour son humour, pour sa tendresse, pour sa lucidité, pour la manière dont il raconte la grossesse, l'isolement féminin et la place que les hommes s'arrogent encore dans des situations qu'ils ne vivent pas. Et pour ce narrateur improbable qui donne au récit une distance, une ironie et une profondeur inattendue. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette analyse t'a plu, intéressé ou interpellé, si tu veux en entendre davantage ou découvrir d'autres livres, n'hésite pas. Abonne-toi et à très vite pour de nouvelles discussions.